Donc, ici, il y a une diapo qui est très, très chargée, puis je ne veux pas qu'on la lise. Le but, c'est de démontrer, quand on regarde le lupus, de quoi on parle. On parle d'une maladie qui est extrêmement hétérogène. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle peut se présenter de plusieurs façons dans deux patientes différentes. On l'appelle d'ailleurs souvent aussi la maladie aux mille visages. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là. Et la raison pour ça, c'est qu'on peut avoir quelqu'un qui va avoir des manifestations de la peau ou des articulations. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle d'arthrite. Plus de 90% des gens qui ont le lupus vont avoir des manifestations d'arthrite, donc d'inflammation dans les articulations. Ça fait partie d'une des 100 formes d'arthrite, mais elle peut aussi se manifester chez quelqu'un d'autre avec une atteinte inflammatoire d'un autre organe. Ça pourrait être l'enveloppe du cœur ou du poumon. On parle de pleurésie ou de péricardite. Ça peut être une atteinte au niveau des reins ou ça peut être une atteinte au niveau des vaisseaux sanguins. Donc, il y a vraiment une multitude de manifestations cliniques, d'où le fait que quand on a essayé de pouvoir classifier les personnes qui avaient du lupus pour mieux comprendre cette maladie-là, on a été obligé de définir des critères de classification. Et donc, ça, c'est une liste de 11 critères de classification qui ont été d'abord développés dans les années 70, revisés en 1982, puis il y a toujours un travail de revision qui se fait. Probablement qu'il y aura une nouvelle revision bientôt. Alors, 11 critères, on dit qu'il fallait au moins 4 critères pour parler d'un lupus pour des études de recherche clinique. Alors, ces critères-là, qu'est-ce qu'ils englobent? Ils englobent d'abord le fait qu'on parle d'une maladie auto-immunitaire. Alors ici, ce qu'on voit, on vous parlait du facteur antinucléaire, si ma petite flèche veut apparaître. Donc ici, on voit des cellules, en fait, on ne les voit pas, parce que ces cellules-là, quand on les met en présence d'un colorant, ici, comme on voit de ce côté-ci, elles ne captent rien. C'est parce qu'elles ne sont pas, quand on prend du sang du patient qui a un anticorps qui se logerait contre le noyau d'une cellule, il n'y en a pas chez des personnes normales. Donc, on voit des sérums normaux. Et à droite, quand on voit tous les noyaux des cellules, là, donc le matériel nucléaire, c'est associé avec l'anticorps du patient. Et quand on met un colorant, il capture ça. Donc, ça, c'est une représentation de l'anomalie auto-immunitaire. Alors, de quoi on parle quand on parle d'auto-immunité? On parle vraiment de notre système immunitaire qui se met à réagir contre des composantes de notre propre corps, de nos propres cellules. Le système immunitaire, c'est normal, il est là pour se défendre contre des infections, mais parfois, chez certaines personnes, il va y avoir une réaction du système immunitaire qui va reconnaître des composants de nos propres cellules. Donc, le facteur antinucléaire, c'est un anticorps qui reconnaît du matériel nucléaire de nos noyaux, de nos propres cellules. Donc, c'est un auto-anticorps à l'opposé d'un anticorps normal qui serait dirigé contre un virus ou contre une bactérie, par exemple. Et les anticorps, ce qu'ils ont comme propriété, c'est qu'ils peuvent causer de l'inflammation. Donc, on comprend par après pourquoi on peut avoir des manifestations inflammatoires de cette maladie-là. Donc, il y a un contexte auto-immunitaire, et là, ce contexte auto-immunitaire-là peut causer de l'inflammation. Ici, on voit une biopsie, donc un tout petit morceau d'un rein qui démontre beaucoup d'inflammation. On n'a pas besoin d'aller dans le détail, mais un rein, ici, un glomérule, qui est l'espèce de petit filtre qu'on verrait ici, sans cette espèce de hypercellularité, il y a beaucoup de cellules qui ne devraient pas être là. Il devrait y avoir plein de beaux vaisseaux sanguins ouverts qui permettraient le sang d'être filtré. Quand il y a de l'inflammation, il devient dysfonctionnel. Donc, on a la présence d'auto-anticorps dans le sang qu'on peut détecter et on sait que ces auto-anticorps-là peuvent causer de l'inflammation si on voit quelque chose comme ça, que sur une biopsie, si on observe de l'inflammation dans les articulations de l'arthrite ou sur la peau avec une éruption cutanée. Finalement, un des signes caractéristiques du lupus, mais qui n'est pas très fréquent paradoxalement, c'est ce qu'on appelle l'éruption malaire, le rash malaire ou en aile de papillon. Vous avez peut-être marqué ma première diapositive, il y avait un papillon, parce que le papillon est devenu le symbole des patients qui vivent avec le lupus internationalement en raison de cette image-là. Donc, c'est un rash qui est très inflammatoire, très rouge, c'est un peu comme une brûlure, il est surélevé et fort surprenamment, puis on ne sait pas vraiment pourquoi, il épargne les plis nasolabiaux, ça reste blanc ici, d'où la forme dans aile de papillon. Donc, on a une anomalie auto-immunitaire, on a de l'inflammation qu'on peut soit voir par une biopsie ou par une prise de sang, et on a des manifestations cliniques, ici entre autres un rash malaire. Alors,
Le problème au Canada, quel est-il? Bon, on estime environ 17 000 personnes, le nombre de patients au Canada. Ce qui est très particulier encore là de cette maladie auto-immunitaire, c'est qu'elle va affecter une majorité de femmes et le plus souvent, ça va commencer à un jeune âge. Souvent, on dit entre l'âge de 20 et 40 ans. Évidemment, il peut y avoir des enfants qui développent le lupus, il peut y avoir des personnes âgées qui développent le lupus. On parle de la majorité de la population, ce qui en fait une prévalence de 1 personne sur 2000. Donc, ce n'est pas une maladie très fréquente, mais ce n'est pas du tout considéré comme une maladie très rare non plus. On parlait de qu'est-ce qui cause le lupus. C'est sûr qu'on voudrait savoir tout. On n'a pas toutes les réponses aujourd'hui, mais si on regarde notre flèche ici à droite, on voit qu'on a déjà mentionné qu'il y avait des études maintenant qui avaient bien démontré qu'il y avait des gènes qui prédisposaient. Là, il faut savoir que dans la compréhension de la génétique de ces maladies-là, on ne comprend pas tout. Il y a des gens qui vont avoir les mêmes gènes qui ne développeront pas la maladie. Donc, on se dit, il y a une autre chose que des gènes prédisposants. Il faut qu'il y ait des facteurs environnementaux. Et encore là, on ne connaît pas lesquels. Une chose encore très spécifique du lupus, c'est qu'une proportion des patients vont être très sensibles à la lumière du soleil. En fait, vont avoir une réaction cutanée lorsque leur peau est exposée au soleil. Et ces rayons ultraviolets pourraient être considérés comme un facteur environnemental. D'autres facteurs environnementaux peuvent être des virus, donc d'autres sortes d'infections, ou quelque chose qu'on respire. On ne sait pas vraiment. Mais qu'est-ce qui arrive? La première des anomalies qu'on peut détecter, c'est ce qu'on appelle cette perte de tolérance aux antigènes nucléaires. Donc, on sait que le système immunitaire, normalement, devrait reconnaître nos propres cellules puis pas réagir contre nos propres cellules. La première anomalie qu'on peut détecter, c'est qu'il y a une perte de reconnaissance, que ces cellules-là sont à être protégées. Et en réaction à ça, on peut pouvoir détecter des auto-anticorps comme le facteur antinucléaire. En fait, dans le lupus, il y a plusieurs sortes d'auto-anticorps, mais le facteur antinucléaire est quasiment toujours présent. Et ces auto-anticorps-là, ça a été documenté que parfois, on peut les détecter. Dans certaines études, ils avaient du sang conservé chez des gens qui savaient que plus tard, ils ont développé le lupus, puis 8 à 10 ans précédant la maladie, ils avaient déjà la présence de ces auto-anticorps-là. Donc là, il y a des avenues pour la recherche pour essayer aussi de voir comment on pourrait cibler des gens peut-être à risque, puis les identifier avant leur maladie. Parce que ce qui arrive dans une proportion des gens qui ont des auto-anticorps, c'est que là, ils développent l'inflammation et une partie des signes cliniques dont on a parlé. Et évidemment, si on laisse ça non traité, le problème de l'inflammation, c'est qu'il va guérir en cicatrisant. Alors, il peut laisser une marque sur la peau. Ce n'est pas esthétique, c'est désagréable, on ne veut pas. Mais s'il laisse une marque sur un organe comme les reins, par exemple, ça peut causer un problème de fonction rénale. Donc, on ne peut pas tolérer une inflammation qui n'est pas traitée. Il faut absolument traiter. Par contre, on sait que maintenant, si on pouvait diagnostiquer ces gens-là plus tôt, notre défi à nous, c'est de vous traiter les personnes qui ont le lupus le plus tôt possible, donc ramener ça dans l'histoire un peu naturelle de cette maladie-là. Quel impact ça a au niveau de notre société? On dit qu'une personne avec le lupus, par année moyenne, va coûter 14 000 $ par année. Évidemment, toutes ces études-là sont imparfaites. On n'avait dans cette étude-là que des patients qui n'avaient pas été hospitalisés pendant leur année. Donc, c'est des gens qui sont traités et qui sont suivis dans une clinique externe. Et ces coûts-là incluent les coûts indirects. Donc, les coûts directs, c'est ce qui coûte en médicaments, en visite pour des tests de laboratoire au système de santé. Les coûts indirects, c'est la perte de travail ou un conjoint qui est obligé de prendre du temps pour venir avec la personne à l'hôpital ou des choses comme ça. Mais ça se traduit au Canada par plus de 230 millions de dollars par année. On sait, comme on l'a dit tout à l'heure avec M. Gagnon, dans toutes les formes de retraite, on n'a pas de guérison. On a des très bons traitements, on peut contrôler la maladie, on peut bien vivre avec le lupus, mais on n'a pas de guérison. Et là, on a une petite zone grise. On parle de possibilité d'augmentation de la mortalité, 10 à 15 %. Ça, c'est des chiffres relatifs. On pourra beaucoup en parler à période de questions. Des chiffres relatifs, c'est trompeur. Quand ça se traduit en chiffres absolus, le risque n'est pas tellement plus élevé. On pourra parler de ça plus tard. Alors, si on revise tout ce que je viens de vous dire, c'est beaucoup de bagages, là. C'est une maladie auto-immune. Ça cause de l'inflammation. Et c'est de l'inflammation systémique. Vous allez peut-être entendre parler de gens qui disent « Moi, j'ai le lupus, mais c'est juste sur la peau ». Alors, à l'opposé d'une inflammation systémique qui peut causer des dommages dans tous les organes, il y a une forme de lupus qui est juste limitée à la peau. Okay? Ça peut toucher n'importe lequel organe du corps.
Et il y a des modes de présentation qui sont variés et multiples, donc la maladie aux 1000 visages. C'est une maladie qui est chronique et à évolution variable. Il y a des gens qui vont avoir une grosse exacerbation, puis après ça, très peu de manifestations toute leur vie, ou il y en a d'autres qui vont avoir plusieurs petites manifestations. Ça change. Et on ne connaît toujours pas la cause.